Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous vous portez bien. Le temps file et bientôt nous serons rendus à 100 épisodes. Ça sera pour le 1er janvier 2024. Je vous prépare une émission spéciale avec un invité que j'aime énormément, qui fait pas tant d'entrevues et qui a accepté mon invitation de passer une belle heure et demie avec moi et d'aller dans des conversations assez intimes sur lui, sur moi, sur nous deux. Et j'en suis pas mal fier. Alors, ça sera un rendez-vous pour le 1er janvier, alors que, je sais pas, vous allez être en train de récupérer de la veille. Je pense que ça va bien vous accompagner. Entre-temps, j'ai eu la chance, l'immense bonheur de m'entretenir avec Karine Gontier-Heinemann, que je connais il y a déjà assez longtemps. Et c'était cool de décortiquer un peu sa carrière, mais aussi sa vision, sa façon d'aborder le métier de comédienne. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous la présenter. Karine Gontier-Heinemann se démarque au théâtre dans plusieurs rôles depuis une dizaine d'années. La pléiade de projets auxquels elle prend part souligne autant sa versatilité que sa passion pour la création. Au petit écran, elle cumule les rôles dans différentes productions comme Toi et moi 2, Les Beaux Malaises et Nouvelle Adresse qui la révèlent au grand public. En 2019, elle endosse le rôle de l'inoubliable Alexandra dans la série Les Invisibles, dirigée par Alexis Durand-Brault sur les ondes de TVA. Depuis 2020, elle incarne Micheline, la conjointe de Patrice Robitaille, alias Serge, dans la grandiose série C'est comme ça que je t'aime, des créateurs de séries noires à Radio-Canada. On peut aussi la voir dans l'œuvre de Patrick Sénécal, présente sur Illico, Chouchou sur Novo, Sans rendez-vous et Avant le crash à Radio-Canada. Au cinéma, elle est de la distribution du film de Nicolas Monette, Trépas 3 et de Falcon Lake de Charlotte Lebon. Son rôle dans le court-métrage Frima de Myriam Farley lui a permis de prendre part en 2022 à la prestigieuse course aux Oscars. Voici ma conversation avec Karine Gontier-Heinemann. Good. Allô? Allô? Hey, ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Je suis content de t'avoir. Écoute, c'est le fun parce que quand je me mets à faire mes petites recherches, je me mets à lire sur les invités. Il y a aussi mon rapport personnel par rapport à la personne qui est devant moi, toi en l'occurrence. Puis j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui est spécial de toi. Il y a un paquet de trucs qui est spécial. Mais mon rapport, j'ai une affaire. Il y a un film qui existe que je pourrais jamais l'écouter sans penser à toi. Et tu joues pas dedans, donc ça, c'est le fun. À un moment donné, j'avais pris l'avion, une gig, une affaire d'aller-retour par rapport à Calgary. Et là, tôt le matin, j'embarque. C'était l'enfer, puis finalement, d'habitude, je m'endors tout le temps. Je regarde pas vraiment des films en avion, je m'endors tout le temps. Puis finalement, ce matin-là, j'étais pas capable. Alors, j'ai commencé à ouvrir, puis c'était drôle parce que d'habitude, dans Air Canada, ils ont pas vraiment des super primeurs de films, tu sais, qui étaient à jour. Et là, il y avait La La Land. Et là, j'écoute La La Land, je finis le film, je fais... Puis tout de suite, je pensais à toi, mais surtout à ton ascension. À comment tout a viré de bord, comment les choses... Parce que c'est un peu ça, l'histoire dans le film. Tu sais, Emma Stone, on voit Emma Stone qui commence, qui essaie de faire sa place, puis qui finalement réussit par les circonstances, pas de mise en doute sur son talent, c'est pas ça. Mais tu sais, moi, je me souviens d'avoir été témoin de ce changement-là. Moi, je t'ai connu avant l'explosion. J'ai vu un peu l'explosion. Puis tu sais, je trouvais ça trippant parce que, tu sais, je me souviens quand on se connaissait, on peut parler quand même de Guillaume dans l'époque que tu sortais avec Guillaume Gérard, qui était un ami à moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et t'avais terminé l'école,
t'essaies de trouver des gigs, je pense, même tu travaillais dans un café, je pense, de la Place des Arts. J'ai fait toutes sortes d'affaires, là. Toutes sortes de job-in. J'ai fait un paquet d'affaires pas comme, très reluisantes. Non, mais comme tous les comédiennes qui sortent de l'école puis qui essaient. Comme la majorité des artistes. C'est ça. Je dirais en général, ouais. Puis quand les choses ont commencé à bouger, puis là, je suis curieux de savoir un peu ton point de vue sur réellement, c'était lequel le moment qui a fait flipper les choses. Mm-hmm. Tu sais, je me souviens quand on était parti en voyage, puis qu'on était à l'aéroport, puis là, j'avais vu je comprenais que là, ça venait de lever un peu avec Like Moi, tout ça, mais quand on était assis puis qu'on mangeait bien calmement, puis que là, les gens venaient de voir, puis là, j'étais, oh, OK, là, ça vient de complètement... Puis là, les gens qui venaient, je sais pas, une photo, puis t'étais super généreux. T'étais comme genre, yeah, ouais, tu tripais, tu sais, ça venait de décoller, puis là, aujourd'hui, c'est ce que c'est, ta carrière. Et à cause de ça, je pourrais jamais me défaire de cette idée-là. Est-ce que c'est insultant que je pense ça? Non, vraiment pas. Okay. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle un avant et un après, là, dans le sens où puis quand je parle du avant puis du après, je parle de la reconnaissance et non de la personne que j'étais, là, évidemment. Exact. Ouais. Mais oui, c'est vrai que Like Moi, ça a été tu sais, je pense que Like Moi a été le point névralgique, là, de tout ça. OK. Parce que c'est une série qui a marché fort, parce que Marc Brunet avait déjà la reconnaissance qu'il avait. Il y avait déjà un genre de following, hein, Marc Brunet, avec les séries qu'il avait faites. Absolument. La fin du monde est à 7 heures, Les Bobos, une réputation. Le cœur a ses raisons. Il y avait une réputation. Donc, il y avait déjà des gens au rendez-vous. Il y avait déjà des gens qui étaient prêts à aimer l'émission avant même qu'elle soit sortie, je pense. Puis, en ce sens-là, ça a été une bénédiction de tomber sur un de ces projets, parce que j'aurais pu... Tu sais, comme acteur, quand tu sors de l'école puis que t'attends ce moment où tu vas avoir un rôle qui va te permettre de faire ton métier, parce que ça prend un premier rôle où tu vas avoir une forme de reconnaissance qui va te permettre de travailler ensuite. Oh oui, essentiellement, absolument. c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Moi, la reconnaissance que j'ai aujourd'hui, ce que j'aime de cette reconnaissance, c'est pas... j'en ai vraiment sincèrement rien à battre là, de l'affaire de me faire reconnaître dans la rue ou je sais pas quoi. Puis même que je dirais que souvent, je le remarque même pas tant que ça. Mm-hmm. Mais par contre, ce que ça m'a amené, c'est la possibilité d'exercer mon métier. Puis ça a été... Surtout. Puis ça a été un gros changing point. Mais ce que j'allais dire juste c'est que j'avais la chance de faire un projet qui allait prendre son envol parce que c'était Marc Brunet aussi, tu sais. Mm-hmm. Parce que quand tu finis puis que tu te ramasses dans un show comme par exemple, où là il y a comme 20 personnages, ça c'est pas dit que tu vas te démarquer là-dedans, tu sais, c'est pas vrai. Dit que fait que je suis tombée sur le bon projet. Puis ce projet-là, mine de rien, il faudrait quand même y rentrer beaucoup hommage parce que ça a lancé... Ça fait des breaks à bien des gens en même temps. Ben, presque à tout le monde. Presque tout le monde. C'était un show assez audacieux dans le sens que on proposait ça, c'était éclectique, c'était des sketchs, puis c'était coloré, c'était très coloré, puis c'était juste des nouvelles personnalités. Ouais. Un peu connus, certains, mais à peine. Là, parce que même pour Adib et Kate, qui étaient, disons, les plus connus de cette affaire-là, même leur carrière d'humoriste s'est déployée après grâce à ça. Ouais. Puis aujourd'hui, des shows comme ça, il n'y en a pas tant. Des shows qui partent une machine, qui donnent une chance vraiment à des nouveaux visages. Mais tu sais, des fois, il y a un nouveau visage et c'est ça, mais d'une traite, d'avoir plein. Ouais. Je me souviens, honnêtement, depuis Like Moi, je me souviens pas d'un show qui a fait ça entièrement. Ouais, t'as raison. Puis je sais pas pourquoi, peut-être Marc Brunet, sûrement qu'il voulait partir avec une page blanche, un nouveau terrain de jeu. Je présume, ça devait être ça aussi, la décision, ou je sais pas. Complètement. Tu sais, moi, je pense que Marc, c'est quelqu'un de fidèle, qui travaille toujours avec les mêmes collaborateurs. Ouais. C'est toujours les mêmes réalisateurs, c'est toujours la même première assistante réelle. Il a travaillé avec Anne Dorval puis avec Marc Labrèche pendant des années. Puis là, je pense qu'il y avait vraiment le désir d'essayer quelque chose, mais ça allait de pair avec le sujet qu'il traitait aussi, tu sais. Il parlait d'influenceurs, de cette nouvelle génération-là. Fait que c'était important pour lui Mais c'est quand même sauter le bien qu'il a pu faire à tellement de comédiens avec un seul show, tu sais. Ça a vraiment aidé les gens, là. Complètement. Avant ça, par contre, moi, je suis curieux avant de se rendre là. T'as fait Saint-Hyacinthe. Et là, il y a eu combien de temps? Parce que ça, je trouve que c'est un sujet qui est quand même un peu intéressant parce qu'il y a du monde qui étudie en art dramatique. Il y en a qui comprennent le métier. Il y en a certains qui sont bénis du ciel. Ça arrive
tellement rapidement. Mais dans ton cas, c'était un gap de combien de temps? De Moi, combien il y a eu d'années? 6 ans. C'était 6 ans. Quand même! Ouais, puis ça a été 6 ans là, de vraie vache maigre. Là. Ça a été 6 ans de... Puis sur les 6 ans, là, il y a peut-être 4 ans où j'ai vraiment rien fait dans notre milieu. Où j'ai eu d'autres jobs. J'ai travaillé dans une école primaire, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Ah, puis je me souviens même des discussions qu'on avait eues ensemble après des shows, qu'on se voyait, tout ça, puis t'es comme, ouais, ça me tente, mais en même temps... Puis tu sais, même, je te voyais avoir des doutes. Tu sais, t'avais un moment donné, tu disais, je sais pas trop, là, qu'est-ce que... Tu sais, je me souviens de discussions, puis en même temps, t'avais... La passion du théâtre puis du jeu était tout le temps là, mais c'est juste que c'était comme complètement débile. Débile puis abstrait. Je me disais, comment je vais faire? J'y crois. Il y a eu tout un bout où je me disais, ça arrivera jamais. C'est un vaste monde, c'est un océan. On est dans un océan d'artistes qui veulent travailler. Moi, je sors de Sainte-Hyacinthe. La réalité, c'est qu'à cette époque-là, peut-être que ça a changé maintenant, mais il y a personne qui venait voir nos shows à Sainte-Hyacinthe. C'est-à-dire que les metteurs en scène... Pourquoi? Parce que c'était à 1 heure de route, simplement. Es-tu snobé, cette école d'art dramatique plus que d'autres? Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu vas... C'est une bonne question, là, mais je connais pas assez pour oui, savoir. Oui, je peux dire que oui, là, c'est quand même snobé, mais je pense que la raison principale, c'est la distance, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, quand tu dois faire 1 heure de route pour aller, puis 1 heure de route revenir pour aller voir un spectacle de finissant, ou tu vas probablement te faire chier parce que c'est un spectacle de finissant puis que c'est rare que ce soit vraiment intéressant, tu sais. Tu sais, les gens se déplacent pas, là, puis c'est normal, les gens sont occupés. Fait que, à un moment donné, je fais... Quand les gens sont sortis de l'École nationale puis du conservatoire, ils avaient déjà tous des shows, des affaires qu'ils allaient faire. Ils étaient déjà connus par leurs profs. Leurs profs étaient des gens qui travaillaient dans le milieu. Nous, à Sainte-Hyacinthe, nos profs, à part 1 ou 2 profs, c'était pas des gens qui travaillaient dans le milieu, c'était des profs syndiqués qui travaillaient au cégep, qui nous enseignaient. Fait qu'il y avait pas de... Il y a rien qui m'amenait à travailler. Fait que moi, je suis sortie de l'école comme mes autres collègues qui étaient dans ma classe, puis on était 12 illustres inconnus, là, tu sais, il y a personne. Fait que là, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire mon chemin? Je suis même pas appelée en audition. Je veux dire, les gens savent même pas que j'existe. Mais t'habitais à Saint-Hyacinthe pendant, quand t'étudies, t'habites là-bas, t'as pas le choix? Ouais. T'avais-tu fait toute la run de Katsu pour te... J'ai fait, tout le monde fait ça. Tout le monde fait même ceux de Saint-Hyacinthe. Oui, tout le monde fait ça. Mais encore là, la run du Katsu, probablement que notre école était un petit peu moins populaire. Tu sais, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance dans mon groupe parce que j'ai eu un agent rapidement. Tu sais, avant même de finir l'école, j'avais un agent. Fait que ça m'a aidé. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est sûr là qu'à cette époque-là, on partait avec un désavantage en finissant à Sainte-Hyacinthe. Fait que, bref, il y a eu toute cette époque où je me disais, mon Dieu, j'ai l'impression d'être une aiguille dans une botte de foin. Je sais pas comment je vais y arriver. Puis même que je me suis désintéressée du théâtre, ça me décourageait tellement. Puis j'allais au théâtre, puis ce que je ressentais, bien sincèrement, c'était de la jalousie. Je ressentais de la jalousie de voir les gens travailler, de l'envie. Je me disais, c'était douloureux. C'était douloureux pour moi d'aller au théâtre puis de voir les gens travailler. Puis à un moment donné, j'ai juste pris du recul. Puis c'est quand j'ai rencontré Guillaume Girard, qui travaillait déjà dans le milieu, qui était un petit peu plus vieux que moi, mais qui avait déjà comme une carrière, qui faisait de la tournée, qui écrivait, il y avait son show Franck versus Girard à la télé. Tu sais, ça allait. Mais lui, c'est un bel exemple de quelqu'un qui fait un paquet d'affaires. Il fait un paquet d'affaires. Dans ce milieu-là. Oui, puis c'est quelqu'un de vraiment brillant, puis de très solide, je dirais. Puis mon contact avec lui a été comme... m'a vraiment changé, en fait. M'a vraiment amené à me déployer individuellement comme actrice. Puis c'est seulement... Parce que Guillaume croyait en moi. Puis parce que Guillaume était comme un bon exemple. Je sais pas, tu sais, il m'a vraiment aidé à travailler ma foi, ma persévérance, à faire ce que tu vis en ce moment, c'est normal. C'est comme si tout d'un coup, puis à me remettre en contact, lui, il allait beaucoup au théâtre, il allait voir beaucoup de shows, il allait beaucoup au cinéma. Il lit tout le temps. Il lit, il fait des affaires, il écoute de la musique, il écoute des podcasts. C'est quelqu'un qui est vraiment profondément curieux. Actif. Fait que ça m'a tellement stimulé. Il m'a rapproché de moi, en fait, de ce que je voulais être comme artiste. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à me replonger dans ce milieu-là, puis petit à petit je sais pas, à faire mes traces, puis c'est arrivé, tu sais. Mais je pense souvent que sans le contact de Guillaume, je sais pas comment ça se serait manifesté, tout ça. Ça personne a été qui a fait que flipper un peu la situation. Ça a été l'étincelle. Ouais. On a tous une ou deux ou trois, des fois, personnes qui ont
qui ont changé notre parcours, notre joie. Ouais. Puis dans ce cas-ci, c'est super cool. Puis en plus, vous êtes encore des super bons copains. Ouais, on est encore très proches. C'est quand même pas pire. Et cette audition-là, finalement, t'avais eu un call pour l'audition de Like Moi. Fait que moi, j'avais entendu dire que Marc Brunet allait faire un show. Puis je voulais absolument auditionner pour ça. Mais j'étais pas dans la mire des directeurs de casting, non. Et Guillaume c'est grâce à Guillaume que je me suis retrouvée avec l'agente Karine Lapierre, qui est une super agente. Elle a ouvert son agente, Guillaume m'a présenté à elle, puis sur la foi de nos conversations, parce qu'elle m'avait jamais vu jouer, elle a décidé de me prendre dans son agence, qui était comme... Un papier mauve. Un papier mauve. parce que j'avais pas grand chose à montrer à cette époque-là. Puis, mais on s'entendait bien, ça avait cliqué. Okay. Puis, je l'ai appelé un jour, puis je lui ai dit, écoute, j'ai entendu dire que Marc Brunet allait faire des auditions. Elle m'a dit, j'en ai pas entendu parler, ça doit être des auditions fermées. Laisse-moi faire des recherches, je vais vérifier qui fait la directrice. Je connais pas, c'est ça. Donc, il y a des auditions fermées, ça veut dire que c'est pas sur invitation. Invitation seulement. Sur invitation seulement. Puis t'as des auditions qui sont comme des appels plus larges, plus généraux, tu sais. OK. Puis là, ça, c'était sûr. Pourquoi? Je suis juste comme un peu curieux, excuse-moi, juste de comprendre la business. Quand il y a un appel général, puis il y a des directeurs de casting, c'est juste, est-ce que c'est simplement parce que les producteurs, les réalisateurs savent pas vraiment ce qu'ils veulent, puis ils veulent s'offrir un buffet de possibilités? Ben, un buffet, je sais pas, mais probablement qu'il y a de ça. Il y a probablement un peu de comme, on est ouvert aux suggestions, on cherche ce qu'on veut en ce moment. Fait que ça peut, on est ouvert à se faire proposer des gens, on est, alors que des fois, ils savent déjà plus précisément vers quoi ils veulent aller. Fait que ça sert à rien. Ce qui était le cas pour Like Moi, quelque part, un peu. Oui, tu sais, puis je pense que Marc Brunet avait probablement une idée précise de ce qu'il cherchait. Puis je pense que il voulait que ce soit effectif, concis, rapide, simple, tu sais, parce que tu peux ultimement ouvrir 4 jours d'audition si tu veux, mais ça peut devenir largant aussi. Ben oui, donc tu peux te mêler solide. Tu peux être mêlé. Fait que là, c'était une journée d'audition. Moi, j'étais pas... Fait qu'elle a trouvé c'était qui la directrice de casting qui faisait ça, qui était Karel Quinn. Elle a eu des discussions avec elle. Elle m'a fait faire un démo. Elle a envoyé mon démo à Karel. Ouais. Bref, après, elle a travaillé... Elles ont travaillé les deux en amont, mais surtout Karine qui a... Je veux pas dire convaincu Karel parce que je sais pas comment ça s'est passé dans la conversation, mais bref, elles se sont entendues pour dire OK, on va essayer de faire venir Karine en audition. Finalement, ils ont eu le feu vert, donc je suis allée en audition. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai reçu le texte d'audition, la charge de travail était tellement grosse pour l'audition que j'ai choqué. J'ai rappelé Karine puis j'ai fait non, oublie ça, je peux pas faire l'audition, je veux pas faire l'audition. Ah oui. Ouais, j'étais tétanisée. Pourquoi la charge, quand tu dis que la charge de travail, c'était plusieurs trucs par rapport à d'autres auditions, je présume? Parce qu'il y en avait une, c'était un monologue de 3 pages, puis je me disais comment je vais faire pour tenir ça. J'avais jamais fait d'humour, j'avais jamais fait une grosse audition comme ça. Je voyais pas par quel bout le prendre, puis je voyais pas comment je pouvais être intéressante. J'ai vraiment paniqué. J'ai vraiment fait, oh mon Dieu, je vais m'humilier. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire cette audition-là, je vais me planter, tu sais. Puis l'autre scène, je la lisais, puis je trouvais ça tellement drôle, puis tellement bon, puis je me disais, je suis pas à la hauteur, je peux pas faire cette audition-là, je suis pas assez prête. Là où je suis dans ma vie, dans ma carrière, je suis pas assez outillée pour faire cette audition-là. C'est comme ça que je me sentais. Avec le texte. Puis Guillaume, encore, merci Guillaume, il était comme, non, attends une minute, là, prends une grande inspiration, là. Ouais. Va te faire coacher, moi, je travaille en collaboration avec Dominique Pétain depuis des années, qui est ma coach. Ah oui? Puis même quand tu dis, elle est ma coach, elle est encore des fois, une fois de temps en temps, tu vas aller là. Ah, ouais. Tu répètes encore. Ouais, à chaque fois que j'ai une audition. Ouais. OK. Oui, parce que notre corps est notre outil. Moi, je suis pas à même de constater. C'est notre instrument. Je suis pas capable. Moi, je suis pas à même de constater quand je fais quelque chose qui fonctionne pas. Des fois, je le sens à l'intérieur, mais j'ai besoin d'être dans le dialogue pour aller plus loin dans le jeu, pour sortir aussi de ma zone de confort, pour déjouer ce que tout le monde serait susceptible de faire. J'ai besoin d'être dans un dialogue. Puis quand tu travailles avec Dominique pour quelconque audition, elle, bon, évidemment, va recevoir le même texte, elle va un peu l'analyser, imaginer ce que eux voudraient voir et entendre. Ben, il y a une part de ça, là, tu sais, c'est-à-dire la compréhension du personnage, là. Fait qu'est-ce qu'il cherche, tu sais, comprendre ce qu'il cherche. Mais après ça,
après ça, ce qui est drôle, c'est qu'on essaie un peu de faire le contraire. Eux, ils s'attendent à voir puis à entendre ça. Puis nous, on va aller ailleurs. Mais nous, on va aller ailleurs. Comment on fait pour que toi, tu te démarques? Comment on fait pour que quand toi, t'arrives en audition, Karine, ben, il y a que toi qui présente ce que tu vas présenter. Un petit côté unique. Ah, c'est intéressant parce que c'est vraiment une école de pensée parce que des fois, les gens vont sûrement... Il y a sûrement des gens qui font juste penser « Je dois leur offrir ça, c'est ça qu'ils veulent. » Ben, c'est parce que la ligne est fine. Mais c'est ça, la ligne est fine. La finalement. ligne est fine. Je veux dire, on va pas commencer non plus à édulcorer le personnage. Là. L'idée, c'est pas comme de présenter un personnage qui est censé être en dépression, d'en faire un personnage qui est high on life, là. Tu sais, c'est pas ça non plus. Non. On veut garder l'essence de ce qui est demandé. Mais après ça, comment on l'amène ailleurs? Comment on en fait quelque chose, une proposition qui est vraiment unique, puis il y a que moi qui peut présenter cette affaire-là, tu sais. Donc, toi, ça fait plus que 10 ans que tu travailles avec Dominique qui te donne des cues sur ces trucs-là. Systématiquement, quand j'ai une audition, je l'appelle, on se rencontre, on lit le texte ensemble, on essaie des affaires, elle me dirige, elle fait « OK, ça fonctionne, ça fonctionne pas. » C'est malade que tu me dises ça, je savais pas qu'elle faisait ça. Ouais. Dans ma tête, Dominique, ça a toujours été une comédienne qui est active, fait plein de trucs, mais je savais pas est-ce qu'elle est pédagogue aussi dans la vie? Non. Ah oui, elle a enseigné. En fait, je dis non, mais oui, elle a enseigné, je pense, à l'École nationale. OK. Puis c'est elle qui m'a appris ça de faire, ben, je sais que c'est écrit à ce moment-là qu'elle dit allô en pleurant, mais voyons voir comment on peut explorer cette phrase-là. Comment on pourrait ressentir la peine, la douleur de ce personnage-là sans qu'elle soit dans les larmes? Est-ce qu'elle pourrait faire autre chose? Est-ce qu'elle pourrait, comment lire entre les lignes, étoffer les choses, ajouter de la chair là où c'est pas écrit aussi. Parce que c'est ça la job la job de l'auteur, c'est d'écrire les mots. Puis la job de l'acteur, c'est d'écrire ce qui est pas écrit par l'auteur. Il y a ça. Et la job de l'acteur, l'actrice, c'est d'être capable justement d'aller en audition, mais de revirer sur un 30 sous puis d'être super flexible. Sûrement, c'est arrivé souvent que quelqu'un va dire « Peux-tu le faire de cette façon-là? » Puis là, il faut que tu changes vite. Ça, d'ailleurs, je me suis toujours posé cette question-là. Mm-hmm. Quand ça se prépare, ça, ces shifts-là, non? Ben, à un moment donné, je veux dire, les acteurs travaillent avec leur instinct, puis avec leur empathie, j'aurais le goût de dire. C'est-à-dire que c'est pas rationnel, là. Tu sais, c'est un chiffre que tu opères à l'intérieur de toi, mais que tu peux pas préparer. Tu sais pas ce que la personne va te demander. Non, c'est vrai. Je pense que c'est plus comme une affaire d'être connecté. Une fois que t'es connecté à toi-même, puis que... Puis c'est des essais-erreurs, hein, parce que le langage... Tu sais, moi, il est arrivé qu'un réalisateur me dise « Ah non, mais... » Je pense qu'il faut que le personnage soit plus dur. OK. Puis là, moi, je comprends quelque chose de ce que ça veut dire plus dur. Fait que je le fais, puis il fait « Ah non, attends, je me suis mal exprimé. Ça marche pas plus dur. » C'est pas ça. Tu sais, c'est un langage qui se développe à deux, puis en audition aussi. Mais pour revenir à l'audition de Marc Brunet, ce qui était difficile de cette audition-là, c'est qu'il y en avait pas de dialogue. T'arrivais à l'audition, tu faisais une fois ton texte, puis c'était terminé. Normalement, c'est ça. Okay. Fait que t'avais une chance, t'avais un moment, une chance pour te prouver si tu te trompais, si tu partais mal la patente, si t'étais, tu sais, too late, c'était fini. Alors qu'en audition, normalement, comme ce qu'on vient de dire, t'es en dialogue. Le réalisateur va faire « OK, c'est intéressant ce que tu me proposes, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai en tête. J'aimerais ça que t'essayes de... » Puis l'audition, souvent, réside là-dedans, réside dans ce dialogue-là plus que dans ce que tu vas présenter. Okay. Parce que ce qu'un réalisateur cherche, c'est pas nécessairement un résultat, mais il veut savoir si... Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est capable de... Puis est-ce qu'on est capable de faire une longue run ensemble, puis de se communiquer, puis de reproduire ces émotions-là? Puis quand je t'exprime ce que j'ai en tête, est-ce que t'es capable de te rendre là? Ou est-ce que toi, t'es capable de m'amener quelque chose que j'avais pas en tête? Tout ça, c'est une discussion, tu sais. Ouais. Mais là, avec Marc, la particularité de son audition, c'est que c'était un résultat. On le faisait une fois, puis c'était ça qui était ça. Puis c'est grâce à mon coaching avec Dominique que t'as réussi à présenter un truc super solide. Ouais. Qui a livré la marchandise, puis... Apparemment. Ouais. 3 saisons, c'est ça? 5 saisons. Ah, excuse-moi, 5. Ouais. 5. Et là, pendant ces 5 saisons-là, ça greffe d'autres affaires, d'autres projets ici et là qui s'accumulent de télévision. J'ai reçu il y a pas longtemps François Ruel-Côté. Tu connais-tu?
Non. Bric et Brac. Oui. Un des comédiens. Saint-Hyacinthe, même affaire. Oui. Mais je veux dire, je vois plus c'est jeune. qui, là. Mais... Ouais, il est plus jeune. Mais il m'a dit une popée phrase, quand on discutait, il dit à Saint-Hyacinthe, on dit entre nous autres que, il dit quelque chose qu'on se dit, en tout cas, il dit de ma génération, comment il dit ça? Il dit, si t'es un comédien pis t'as envie de travailler, assure-toi d'être drôle. Ah ouais? Puis je trouvais ça comique, tu sais, il dit, assure-toi d'avoir un talent comique si t'as envie de travailler. Il dit, ça va être utile, surtout aujourd'hui. Puis j'étais comme, OK, parce que puis lui, c'est ça qu'il fait. C'est un comédien, lui-même, il dit, écoute, je suis allé là, il dit, je suis un gars d'impro, j'ai fait des affaires dramatiques, mais c'était tellement pas moi. Puis il dit, il a investi plus de temps, finalement, sur son côté comique. Et finalement, c'est payant aujourd'hui. Et finalement, c'est ça qui accroche son casting et ça. Et là, j'arrive à toi, qui était une fille de théâtre. La comédie était... Ben, tu sais, là, c'était une audition pour un truc comique. Est-ce que tu aurais pensé que ça aurait été le truc? Parce que où tu aurais une tendance à aller plus vers le tragique. Moi, c'est bizarre. Moi, j'aurais plus pensé ça au début. Mais honnêtement, là, je pense que j'avais aucune idée. Je pense que je savais pas c'était quoi mes forces. J'avais aucune idée. Rendu là, c'était juste des essais-erreurs. Guillaume m'arrêtait pas de me dire que j'étais drôle, mais moi, c'était comme pas clair pour moi. Okay. Fait que c'est vraiment moi qui m'a révélé à moi-même, tu sais, qui m'a révélé comme actrice à moi-même, qui m'a permis de tester des affaires. Parce que t'es pas une fille d'impro. Vraiment pas. Ça a pas fait partie comme du monde qui ont découvert le goût de la scène. Toi, il est arrivé comment le goût de la scène? Vraiment, c'est comme une drôle d'affaire parce que ça a toujours été en moi. J'avais 5 ans puis comme bien des enfants d'ailleurs, là, je disais que je voulais être actrice. Mais c'est comme si je me suis jamais imaginé faire autre chose que ça. C'était aussi simple que ça. Ouais. Jamais je me suis dit je pourrais tu sais là tu sais, quand on est ado ou même quand on est jeune, on se dit qu'est-ce que je vais faire plus tard? J'aimerais ça faire ça, puis ça change, puis ça évolue, les désirs évoluent en fonction de l'âge, puis ici, puis ça. Moi, je me suis jamais vue faire autre chose que de la scène. Wow. Après ça, c'est sûr que mon oncle, James Hyndman, était comédien, je le voyais faire, peut-être qu'il y avait un peu de ça aussi. Une forme d'influence là-dedans. Je veux dire, moi, je voyais que c'était un métier. J'étais comme, wow, c'est le plus beau métier au monde. Pourquoi on ferait autre chose que ça dans la vie? Tu le penses encore? Ouais. Wow. OK. Malgré toutes les gardes ce matin, gros dossier qui sort dans la presse, 5 articles. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Moi, un matin, je me suis lancé là-dedans. Financement des compagnies derrière les refus, le désarroi des artistes. Si vous avez envie de lire quelque chose qui est un peu déprimant, allez-y sur l'impact sur la santé des artistes, leurs finances, la créativité indéniable. Il y a plein de témoignages, tous des gens que toi et moi on connaît, qui prennent parole là-dessus, tous les refus, la tonne de refus, puis les salaires très, très, très petits. Là, évidemment, on parle de théâtre. On parle pas de l'autre business. Ça te fait pas un peu bizarre, justement, quand on voit tout ça en ce moment, puis toutes les difficultés économiques, le fait que les salles sont remplies, si on est chanceux à 50%. Le théâtre vit une crise redoutable en ce moment, et inquiétante, au point qu'on parle de certains théâtres qui pourraient peut-être fermer. Toi, oui, c'est le plus beau métier du monde, sauf que c'est un métier qui brasse beaucoup, qui est tellement difficile. Je pense que dans le milieu artistique, j'ai comme l'impression que c'est le plus tough, quelque part. Puis l'autre fois, j'essayais de me faire un ranking, tu sais, musicien, c'est tough. Ouais, mais musicien, il y a tout le temps de la musique, tu sais, tu peux faire... Je connais des étudiants qui finissaient avec un talent pas si élevé, puis finalement, ils sauvent une compagnie pour faire des mariages, des baptêmes, tout ça, puis vivent quand même bien avec ça, tu sais. En fait, la difficulté du métier de comédien vient du fait que tu n'as aucune autonomie. Tu peux rien faire seul. C'est un métier de communauté. Comme musicien, tu peux toujours te retrouver chez toi, faire de la musique gratter avec ta guitare, écrire des chansons, je sais pas quoi, mais créer ton... Enseigner, il y a plein de trucs. Là, oui, puis tu peux t'asseoir à ta table, puis créer. Moi, ce que je trouve difficile avec mon métier, si on enlève la question de réussir à le faire puis de se faire engager, si on enlève cette question-là, moi, ce que je trouve difficile, c'est que je peux pas le pratiquer si je suis pas en contact avec un auteur, avec un metteur en scène, avec un réalisateur. Ouais. J'ai besoin des autres pour pratiquer mon métier.
Ça, je trouve que c'est extrêmement challengeant, extrêmement difficile. Et j'aime pas ce rapport de dépendance que j'ai. Ouais. Parce que je dépends du regard des autres. Je dépends de la volonté des autres à travailler avec moi. Absolument. Puis ça, je trouve que c'est extrêmement difficile. C'est la portion difficile. Après ça, évidemment, il y a toute la question aussi de travailler, de pratiquer notre métier. Puis effectivement, on est dans un métier qui est hyper précaire. Puis quand je dis que c'est le plus beau métier au monde, je parle évidemment pas des conditions de travail. Je parle de De la pratique. Oui, puis pour moi, de mon désir à moi de faire ce métier-là encore aujourd'hui, à 39 ans, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre que ça. Ouais. Je pense que j'ai pas d'autres talents, en fait. Parce que ça, tu sais que c'est complètement débilement faux, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas développé d'intérêt ou j'ai pas développé, je suis sûre que je pourrais avoir, je veux dire, c'est faux. Ce que je dis, c'est faux parce que je sais que j'ai un talent pour la photo, je sais que j'ai un talent il y a plein de choses que j'aime, mais je veux dire, j'ai pas cet appel, c'est pas viscéral, c'est pas une question de vie ou de mort. Pour moi, le jeu, okay, là, c'est une question de vie ou de mort. Si je pratique pas mon métier, je suis malheureuse. Puis encore aujourd'hui, hein, si j'ai une période de 2 ou 3 mois où je travaille pas, c'est vraiment difficile pour moi moralement. C'est vraiment très difficile. Les pauses comme ça, un peu imposées selon les tournages, tout ça, tu fais comme... Ouais, je trouve ça challengeant. Après ça, quand je sais que je vais tourner dans 2 ou 3 mois, ça va, je suis capable d'essayer de profiter du moment, puis de remplir, me recharger, puis j'essaie de lire, puis d'être active, puis j'en profite pour me charger. Mais je veux dire, les moments là où je fais face au vide parce que je sais pas ce qui s'en vient, puis l'idée que je pourrais ultimement ne pas travailler autant, voire ne pas travailler pendant 1 an parce que c'est une possibilité, ça me plombe complètement. Mais là, tu sais, t'es fin trentaine, t'as full rôle. En tout cas, du moins, je trouve, là, t'as beaucoup de rôle pour quelqu'un, pour une comédienne là, qui travaille, qui est super active. Tout le rapport vieillesse qui s'en vient. Hyper difficile parce que, je veux dire, les faits sont là, regarde les statistiques, les femmes travaillent presque pas, au-delà d'un certain âge. C'est quoi l'âge? C'est quoi le fameux âge qui se transforme, là? Mais je pense qu'à l'époque, là, il y a pas si longtemps, là, au-delà de 40 ans, là, ça devenait difficile. Okay. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent pour des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices. Donc, ça a changé la proportion des choses. Je pense que là, les femmes entre 40 et 50 ans travaillent beaucoup plus qu'elles travaillaient à l'époque. Mais j'avoue qu'au-delà de 55 ans, il y en a pas beaucoup de rôles intéressants là pour les femmes. Il y a pas beaucoup de rôles principaux qui, je veux dire, nomme-moi une série québécoise là, je suis capable d'en nommer, mais avec des rôles de 50 ans. Avec des rôles de femmes de 55 ans et plus qui lead la série. Souvent, ça va être des rôles périphériques. Ça va être des femmes qui vont jouer des mères, des grands-mères. Mais des rôles centrales, il y en a pas. Ça, je pense qu'il y en a pas vraiment. Ben, tu sais, il y a eu... Périphérique, absolument. Il y a eu... à l'époque, comment ça s'appelait, avec Macha Grenon qui jouait une femme qui a eu un cancer, là. J'ai joué là-dedans, d'ailleurs. Nouvelle adresse. Bon, oui. Nouvelle adresse, on a eu ça. Il y a eu Fatale Station avec Macha Lemunchik, que Stéphane Bourguignon a écrit, où elle jouait le rôle central. Mais je veux dire, regarde, il faut qu'on les cherche, là. Faut qu'on fouille. Ouais. Je fais ça, c'est problématique. Alors que des personnes, des séries avec des rôles masculins d'hommes dans la cinquantaine, il y en a plein, là, tu sais. Mm-hmm. Il y en a une tonne. Il y en a pas mal, en effet. Donc, puis là, bon, Marc Brunet, il fait un nouveau show. C'est Anne Dorval, le rôle principal. Super. Je trouve ça super que ce soit une femme de... Puis c'est quand même une des rares... Il y en a quand même des comédiennes qui ont réussi à passer à travers toutes ces années-là, toutes ces décennies-là. Sûrement, puis je sais pas dans l'intimité, mais tu sais, sûrement, il y avait des vagues même... Pour Anne Dorval, je sais pas, ça a eu des grosses vagues. Sûrement vagues, que oui. C'est sûr. Mais c'est ça qui fait peur avec ce métier-là, c'est que si on savait, là, dans ces creux de vagues, qu'il y aurait un moment où on va réémerger, il serait plus facile à digérer ce creux de vague-là, mais c'est parce que il y a des cas de figure où les acteurs refont pas surface, là, il y en a plein. Ouais. C'est ça qui est inquiétant. Puis après ça, si on revient à ce que tu disais sur les articles qu'il y a dans la presse ce matin, puis
le financement dans le milieu des arts, puis plus précisément au théâtre, mais à la télé puis au cinéma aussi. Hein, il y a énormément de coupures. Je veux dire, c'est effectivement hyper inquiétant. Non, non. Je sais pas vers quoi on tend, mais c'est vrai qu'il y a une baisse immense. Je veux dire, on dit qu'en télé, cette année, il va y avoir 70% de moins de production que les autres années. Je sais pas si tu sais à quel point ça coupe du travail, ça. Il va y avoir de la rediffusion, là. Ça va... Il va y avoir de la rediffusion, puis après ça, il va y avoir des acteurs qui vont, je veux dire, qui vont vraiment, vraiment souffrir. Moi, je fais un film, là, en janvier. Après ça, j'ai rien, puis je veux dire, moi, je suis un cas de fille chanceuse qui a eu beaucoup de travail jusqu'à maintenant, mais je pense à tous mes amis qui ont pas eu beaucoup de jobs, puis là, on rentre dans une période de récession où il y a encore moins de travail. C'est super inquiétant. Ouais. Toi, qu'est-ce qu'il y en a de voir ton rapport avec, justement, les réseaux sociaux? T'es quand même active? Je suis active, mais pas je suis... tant. Non, pas tant non plus. Moi, j'aime les réseaux sociaux pour... tu sais, comme si tu vas sur ma page Instagram, j'ai beaucoup de photos que j'aime, que je trouve belles. Ouais, je sais. C'est le fun, ça. Mais peu de promo. J'en fais de temps en temps, là, mais... Mais il y a ça qui se passe aussi avec les comédiens et comédiennes aujourd'hui. Dans les productions, souvent, ils vont aller regarder vos comptes. J'imagine. Apparemment, ils font ça. Ils font beaucoup ça. En fait, moi, je te le confirme. Ils font beaucoup ça. C'est demandé. Et moi, je me dis, peut-être faut aller dans ce game-là, tu sais, devenir super actif, créer de quoi avec ça pour essayer de garder. Parce que c'est rendu ça maintenant. C'est plus jouer. Oui, il faut bien jouer. Il y a un look, faut que t'incarnes quelque chose, mais maintenant aussi, il faut que tu sois capable d'influencer des masses, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est poche, là. C'est sûr que c'est deg, mais c'est la nouvelle réalité. C'est la nouvelle réalité, puis on peut pas mais toi, y échapper. Tu le fais pas tant. Moi, je trouve ça quand même drôle, tu sais. Tu réussis quand même à avoir, je pense, peut-être je me trompe, mais un rapport relativement sain avec ça. Avec ça. Mais c'est parce que je pense que c'est un couteau à double tranchant. OK. Je pense qu'un acteur qui s'expose énormément est très, très, très susceptible de pas se faire engager après ça aussi. Oh, pourquoi? Parce que la part de mystère est importante. Parce que des films d'auteur, là, tu sais, il y a encore toute une portion d'artistes qui travaillent pas dans le but de faire de l'argent. Il y a encore toute une portion d'artistes qui travaillent pour l'œuvre, vraiment pour l'œuvre en tant que telle et non pour le côté économique des choses. Ces gens-là sont souvent très attirés par... c'est beaucoup plus facile d'avoir un acteur, de transformer un acteur dont on connaît pas la vie privée que de transformer un acteur dont on connaît, tu sais, infiniment bien l'intimité, tu sais. Ouais. Fait que ça joue un rôle important. Je veux dire, si, tu sais, les acteurs américains qui sont ultra exposés, qui exposent leur quotidien, qui sont exposés dans leurs procès matrimoniaux, qui sont exposés dans tout. C'est vraiment difficile après ça de faire croire au public qu'ils jouent un gentil après qu'il ait été accusé de je sais pas quoi. C'est vraiment difficile et le contraire est vrai aussi. Tu penses, puis c'est vrai que quand tu dis ça, c'est vrai. Tu vas voir avec des gens comme Lindsay Lohan, exemple, tu sais. Comédienne qui avait eu un high était sur les tabloïds, elle s'est mise à un moment donné à poster, elle a arrêté. Sa carrière est devenue un peu en boîte, là. T'sais. Mais complètement, mais c'est vraiment, moi j'y crois vraiment, ça, c'est un couteau à double tranchant. Fais attention à ce que t'exposes de toi. Puis après ça, il y a pas de recette, hein, parce que il y a des acteurs qui veulent faire de l'animation, qui veulent animer des quiz, qui veulent faire toutes sortes d'affaires. Puis ça, je pense que l'exposition devient importante. À ce moment-là. Fait que ça dépend de ce que tu veux. Ben oui, l'animation, surtout que là, tu deviens t'es vraiment... Appelé pour toi, pas pour ton jeu. Exactement, puis t'es au service du peuple aussi, là. Tu sais, t'es là pour réveiller une foule, être rassembleur. Exactement. Fait que là, d'être proche du peuple, entre guillemets, ou en tout cas d'être proche de ton public, de te dévoiler, ça devient un outil, une arme qui est bonne, qui est importante. Mais toi, pour l'instant, c'est pas trop ça. Toi, tu veux jouer. Moi, je veux jouer, puis je veux qu'on me croie si je joue une
si je joue je sais pas, une athlète, ou si je joue une musicienne, ou si je joue une gentille, ou si je joue une méchante, je veux qu'on y croie. Puis je pense que plus je m'expose dans ma vie intime, plus j'expose des photos de moi dans mon intimité, des selfies de moi, comment je m'habille, comment je me tiens, comment je mange, plus les gens ont une opinion sur moi, plus c'est difficile de faire croire que je suis autre chose. Ouais, fait que je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important que ce soit mon travail qui soit mis de l'avant, pas mon intimité. Surtout en image. Surtout en image, parce que l'image aujourd'hui semble gérer beaucoup d'affaires. Fait que c'est pour ça que je fais attention à ce que je poste quand je poste quelque chose. Ouais. Non, c'est bon, ça. Et le théâtre, bon, là, évidemment, beaucoup de gens te connaissent par la télé. Tu fais encore du théâtre? Oui. T'en fais. Et est-ce que, là, tu disais que janvier, t'as un tournage, on dira pas c'est quoi, whatever, sûrement que t'as pas le droit de révéler. Est-ce que t'as des productions théâtrales qui s'en viennent? Ouais, ben là, alors moi, j'étais en vacances, j'ai fini de tourner C'est comme ça que je t'aime en septembre. Je devais être en vacances jusqu'au mois de janvier où là, j'allais tourner un film. Puis, quand j'ai reçu un appel d'un metteur en scène qui m'a dit, écoute, il y a une actrice qu'on doit remplacer, est-ce que tu peux lire cette pièce? Est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Oui, OK. La première, c'est quand? Dans 10 jours. OK. Tu sais, juste pour mettre en contexte, normalement, quand on fait un show de théâtre, on a 150 heures de répète. On a, tu sais, souvent, ça se travaille sur des mois, voire des fois même sur un an, même des fois, parfois 1 an et demi. Tu sais, ça dépend des périodes de travail, mais c'est un travail de longue haleine. Puis là, donc, j'ai lu la pièce. C'était une pièce à 2 personnages. Un gars, une fille. C'était pour jouer avec David Boutin dans une pièce qui s'appelle Seeker au Théâtre d'aujourd'hui, que je suis en train de faire. Puis là, rapidement, il fallait que je prenne une décision rapide. Puis tu vois, ça faisait partie de ma réflexion. Je me disais, OK, là, j'avais pas de théâtre cette année. Je me disais, j'aime tellement le théâtre, c'est tellement important pour moi. Puis pour moi, le théâtre, c'est comme aller au gym, OK? C'est comme de s'entraîner, d'essayer des choses. Tu sais, t'es dans la performance, mais tout s'efface parce que ça existe plus une fois que c'est fait, une fois que c'est lancé dans l'univers. Fait que tu peux te tromper, tu peux... je trouve que c'est important pour un acteur de faire du théâtre. Puis je me suis dit, OK, go, je le fais. Ah, puis le jeu, les gens l'oublient souvent, puis le jeu est pas pareil. Jouer pour une caméra, puis jouer pour une salle, physiquement, c'est pas la même chose. Puis t'as pas le même retour, puis t'as pas la même implication. C'est vraiment 2 médiums hyper différents. Ouais. Fait que j'ai accepté de le faire, puis je suis vraiment heureuse d'avoir accepté de le faire parce que j'ai rencontré des gens avec qui j'avais jamais travaillé. David Boutin, Justin Laramé, le metteur en scène. Je suis revenue dans une petite salle. Je joue dans la petite salle au Théâtre d'aujourd'hui en ce moment. J'aime beaucoup cette salle. C'est un feeling complètement différent d'être dans une salle de 100 personnes versus jouer au TNM ou à Denise Pelletier devant 800 personnes. Fait que puis ça a été un vrai gym pour moi. Là, en 10 jours, il a fallu que j'apprenne 1 heure de théâtre, un show à 2 personnes. C'est-tu dans les shows un huis clos les plus vite que tu as appris à date? Ben oui. Ben oui, j'avais jamais fait ça. C'était comme très vertigineux pour moi de faire ça. Mais je suis contente de l'avoir fait. Puis je pense que c'est vrai. Il y a des choses qui descendent en moi. Ça me permet de tester des choses tous les jours, de rester vivante, de rester active. Ouais. Je me dis, ça me réchauffe pour le film que je vais tourner en janvier. Ça fait que je reste en contact avec ce que j'aime aussi. Le théâtre, pour moi, c'est vraiment primordial. Je pourrais pas arrêter de faire du théâtre. Donc, pour répondre à ta question, oui, je fais encore du théâtre. Là, j'en fais en ce moment. Puis je vais faire un show l'été prochain, mais c'est pas sorti encore. Okay, fait que mais je vais jouer, puis j'essaye vraiment de faire que ça fasse partie de mes saisons entre guillemets, mais j'essaye vraiment de faire au moins un show de théâtre par année. C'est vraiment important pour moi. Dans ton talent de comédienne, tu sais, tout le monde a comme des plus, tu sais, mettons, je reviens encore, François Ruel-Côté, l'autre fois, il est venu parce que lui, il joue du violon, ben là, c'était super intéressant, on a pu parler de violon, il y a comme un gros apprentissage de violon qui se cachait derrière ce gars-là que tu pourrais jamais t'en douter quand tu parles, tu sais. Toi, est-ce qu'il y a, évidemment, là, t'as dit au début, tu savais pas ce que tu valais, t'as embarqué dans ce métier, t'as fait l'audition, tu sais, je savais pas que j'étais drôle, je savais pas que je pouvais faire ça. Aujourd'hui, t'es connais mieux, tes forces, faiblesse aussi, évidemment, ça vient quand on est capable d'évaluer les deux. Est-ce qu'il y a un truc de plus que tu aimerais avoir à ton jeu
et que tu ne possèdes pas encore, puis tu dis, ça, j'aimerais ça être, tu sais, ou je sais pas, tu sais, exemple, si tu me dis, je suis pas capable de chanter ça, toi, j'aimerais ça, avoir une super belle voix. Oui, mais ça, c'est un très bon exemple. J'aimerais ça. Ouais, tu sais, j'ai jamais développé mon côté musical, puis je pense que c'est un super atout quand t'es acteur. De pouvoir, le chant, la danse, tu sais, tout ce qui est... Danse. Oui, je danse, mais je suis pas danseuse. Je veux dire, aujourd'hui, là, si je travaillais pas pendant 3 mois, là, probablement que je ferais ça. Me dire, OK, je vais prendre des cours de danse. Je vais prendre des cours de... C'est important d'être bien dans son corps, mais aussi de tu sais, moi, je veux être prête. Si on m'appelle un jour pour me dire, hey, tu vas jouer une danseuse de ballet jazz, ben, let's go. J'ai comme une base. Je suis capable. Puis je pense que c'est important de développer tout. Je veux dire, c'est ce que je disais tantôt, mais notre corps est notre outil. Plus tu développes ton outil, plus tu es capable d'aller loin avec ton outil, plus tu vas t'ouvrir des portes. Fait que chanter, faire de la musique, moi j'ai déjà joué du piano, je pourrais ultimement continuer ça ou y revenir, tu sais, mais je pense que tout ça c'est des cordes que tu rajoutes à ton art. Puis la langue aussi, tu sais, on est dans un pays qui est bilingue. Il y a pas de raison de pas explorer. Je veux dire, l'anglais fait partie de notre ville. T'as-tu commencé ça, mettons des coachs pour avoir l'anglais le plus impeccable avec Caroline Davernas ou bien Karine Vanasse qui ont des espèces d'anglais. Mes amis anglophones les entendent parler dans la télé puis ils disent, quand je leur dis, non, mais tu sais, qui viennent du Québec, ils font, c'est impossible. Mm-hmm. Il y a aucun mot qui pourrait prétendre. Qui pourrait comprendre. C'est impossible. Puis là, ils me disent ça. Écoute, ils ont travaillé fort. Là. C'est vraiment du super beau travail. Mm-hmm. Toi, as-tu essayé ça un peu? Non, mais là, tu vois, j'en suis là, dans ma carrière où là, j'ai décidé que j'allais essayer de développer ça. J'aimerais ça ouvrir parce que le Québec est tellement un petit marché. Puis je pense que c'est important de rajouter des cordes à notre art. Donc, je me suis dit ça dernièrement. Moi, je suis bilingue, mais j'ai probablement une pointe d'accent quand je parle en anglais. C'est juste que je me ferai pas coacher dans le vide. Je vais me faire coacher quand je vais avoir une audition, tu sais, un peu comme ce que je fais avec Dominique Pétain. Si j'ai une audition en anglais, assurément, je vais me faire coacher. Je vais faire ce qu'il faut pour perfectionner mon audition. C'est qui le hot coach pour ça, justement, ici? Y en a-tu? Oui, il y en a, mais moi, je les connais pas. J'ai jamais travaillé avec eux, mais il y en a. Il y en a un qui est bon, en tout cas, c'est Benoît Brière. Écoute, son anglais, c'est hallucinant. Il a fait du Shakespeare quand même. Il est capable d'aller l'anglais british. Il a fait du Shakespeare en anglais, Benoît Brière? Oui. Ah, ouais. Oui. Il a fait ça où? Festival en Ontario, dont j'oublie le nom, mais qui est un festival assez prestigieux. Puis, tu sais, il est capable de jouer en anglais. C'est incroyable, je savais pas. Il m'avait fait des extraits parce que sa femme puis moi, on enseigne dans un camp d'été, un camp musical, puis il était venu nous visiter, puis il m'avait montré. Il dit, je travaille là-dessus, puis j'étais flabbergasté de comment il était capable, comment il y avait une espèce de rondeur puis tout ça. Puis c'était, tu fermes les yeux puis tu fais merde, ça marche. Mais c'est ça, mais c'est une musicalité, c'est de la musique, hein, quand même, après tout. Là, c'est de la musique. Puis moi, je suis auditive. Je pense que je suis capable. C'est pas tout le monde qui est auditif. Moi, ça, c'est un de mes talents. There you go. Fait que je pense que et puis j'éprouve du plaisir à faire ça. C'est le genre de choses c'est le genre de défis que j'aime. J'aime les défis. Je suis vraiment une fille de défis. Si on me disait, faut que t'apprennes le violon, là, pour un rôle. J'aurais tellement de fun à me faire coacher pendant 1 an puis à travailler cette affaire-là puis je pense que ça fait vraiment partie de mes plaisirs. Fait que oui, ça c'est une affaire que je me suis dit, OK, il y a plein d'affaires que je veux faire. Pour répondre à ta question, il y a plein d'affaires. Meilleur faux violoniste ever, je le dis au effort, Clive Owen. Dans le film, c'est François Girard, une espèce de film. Écoute, il fake le violon comme jamais personne n'a fait. J'ai jamais vu ça. J'en reviens pas. As-tu vu le dernier film de Chloé Robichaud? Non, mais ça, c'est tous des vrais musiciens là-dedans. C'est le Métropolitain. Ouais, sauf que Sophie Desmarais, c'est pas une chef d'orchestre. Ah oui, ça, non. Ça, pour déterminer, je suis curieux. Écoute, il y a un jeu intéressant à faire là-dessus parce qu'il y a elle, là, il y a le 20 décembre, Bradley Cooper qui est fait dans l'article qui dit qu'il a pris 6 ans pour apprendre à bien diriger 6 minutes dans le film. Coaché par Yannick Nézet-Séguin aussi. Ben là, donc là, il faut faire un concours de comparaison. Va falloir faire un concours de comparaison, mais moi, je sais que Yannick Nézet-Séguin, je sais qu'il y a une scène, peut-être que je la raconte toute croche, cette histoire-là, mais à un moment donné, je pense que Sophie avait comme
je sais pas comment ça fonctionne, mais quand elle tournait les scènes où elle dirigeait l'orchestre, je pense qu'elle avait comme un genre de playback qui lui dictait quand faire ses temps. Quelque chose comme ça. Playback pour les temps? En tout cas, je pense qu'elle était pluguée. Genre, tu sais, pour être sûre de... Ouais, exactement. Pour être sûre d'être tout le temps sur la bonne affaire. Puis ça a l'air qu'il y a une scène où le playback a arrêté de fonctionner. Puis qu'elle a dirigé, qu'elle a conduit l'orchestre jusqu'à la fin. Elle a chauffé l'affaire. Puis Yannick dit qu'il a regardé cette scène-là puis qu'elle était sans faille. OK. Que vraiment... Fait que je serais curieuse quand même que tu... Ben, écoute, il faut que je le voie, ce film-là. Écoute, j'ai trop de collègues qui sont là-dedans. Moi, mais en fait, je vais te cramper tout le long de voir leur face, c'est sûr. Je vais les voir dans l'orchestre. Puis moi, je les connais. C'est tous mes amis. Puis là, oh my God. Les scènes d'orchestre sont très, 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 très belles. C'est cool, très le film. beau. Oui, c'est super. Puis tu vois, ça, c'est un bon exemple, je trouve, de le défi qu'elle a eu, Sophie, quand même. Puis pas juste Sophie, mais Nour aussi, qui a dû apprendre le violoncelle, qui est son... Nour qui joue sa copine dans le film. Tu sais, c'est tellement hot. Non, puis diriger, c'est quand même possible. Tu sais, si c'est bien coaché, c'est possible. Tu sais, puis le dernier film que j'ai vu, ben là, évidemment, tout le monde en a parlé, le film Tar. Ouais. Kate Blanchett dirige mieux que des chefs que je connais. Arrête! Absolument. Incroyable. Non, elle dirige mieux. Je la regardais aller, je faisais, OK, elle, elle pourrait me diriger, puis j'ai pas de problème avec ça. Incroyable. Vraiment. Incroyable. C'est impressionnant. Mais ce film-là, moi, il y en a beaucoup de gens l'ont détesté. Moi, je l'ai adoré. Ouais, c'est un film polarisant. Moi, j'avais des bémols aussi. Ouais, mais tu sais, c'est un film. Ça essaie pas, je trouve, de reproduire la réalité. Il y a un paquet de raisons là-dedans. Puis ce réalisateur-là, particulièrement dans le peu de films qu'il a fait, du moins, il a toujours brassé un peu étrangement les histoires. Mais moi, j'aimais bien, parce que la façon que Kate Blanchett dirigeait et la façon qu'elle marchait avec la main droite dans la poche, qui est exactement comme Leonard Bernstein, et que Bernstein dans l'histoire est apparemment son prof. Écoute, je la regardais bouger quand elle faisait cette espèce de speech à Juilliard. Elle le passe. C'est sûr qu'elle a écouté tous les espèces de classes que Bernstein donnait à Harvard qui sont disponibles sur YouTube. Elle les a analysées parce que, écoute, même la façon qu'elle traîne son corps, c'est comme son prof. C'est vraiment hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Anyway, bref. Juste parenthèse, mais voilà un exemple de superbe rôle pour une femme de l'âge de Kate Blanchett. C'est débile. Mais tu vois, il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'il y en a ici. Oui, aux États-Unis, et ils m'ont dit, surtout dans son cas, avec elle est capable de faire l'accent australien, british, américain, est capable de faire même l'accent de pseudo d'une Française qui essaie de parler d'anglais, tu sais, capable d'être une maîtresse de ses accents. Revenir tantôt on a parlé un peu d'insécurité du métier. Tu te considères-tu anxieuse aujourd'hui dans tout ça, ou tu trouves que justement, en général, tu contrôles bien ça? Je pense que j'ai appris à le contrôler, parce qu'il y a eu une période où c'était vraiment, évidemment, les années où je travaillais pas, c'était vraiment douloureux et pénible et anxiogène pour moi, insécurisant. Je pense que j'ai appris à le contrôler, mais je pense que j'aurai toujours cette insécurité. Parce que, comme je disais tantôt, je dépends de gens. C'est ça qui est difficile. J'essaie de dépendre de... Il y a un côté de séduction qui est comme un peu weird dans tout ça. C'est parce que, je dis séduction, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est un peu ça, parce que, tu veux plaire. Il faut que les gens aiment ce que tu as à offrir. C'est tellement sauté comme mais prémisse, honnêtement, ça, je pense, ça fait pas partie, c'est pas dans ma mire. Jamais je me dis, faut que les gens aiment ça. Je me dis, mais non, mais je me dis, faut que je sois bonne. Faut que j'offre. Faut que j'aille le plus loin possible là-dedans. Faut que je sois sérieuse. Faut que je travaille ça sérieusement. C'est pour ça que je me fais coacher. Je fais du travail en amont. Je pense que quand je travaille, je suis impliquée, généreuse. Tu sais, ton affaire de coacher, est-ce que c'est tout le monde dans le milieu qui se font coacher, ou il y en a qui sont des free balls? Ah, il y en a qui sont des free balls. Il y en a qui se sentent, il y en a que ça étouffe, en fait, le coaching. C'est pas tout le monde qui se sent bien avec ça. Il y en a qui, je veux dire, il y a des acteurs à qui je parle de ça qui font, j'y ai jamais même pensé à me faire coacher. Ouais, c'est donc bien une bonne idée. Wow, ok. Oui, c'est ça. On développe tous nos méthodologies de travail, puis il
Il y a plein de gens autour de moi qui avaient jamais pensé se faire coacher, qui ont commencé à se faire coacher. Mais moi, t'es la première personne qui m'en parle. Donc, mais moi, je comprends pas comment on peut ne pas se faire coacher. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans cette équipe-là. Moi, je suis dans cette équipe-là. Parce que je fais, t'as besoin d'un dialogue. De la même manière que quand tu tournes un film, t'as besoin d'être en dialogue avec quelqu'un pour t'amener plus loin. Je veux dire, on n'est pas. Fait que, puis clairement, c'était bon pour toi. T'sais, je veux dire, ça amène. C'est clair que ça te solidifie pour tes auditions. Ah ben complètement. Puis parce que au-delà d'essayer de changer ton point de vue ou ta perspective sur le personnage puis d'aller plus loin, il y a aussi juste le fait de briser la glace. Juste le fait de dire les mots, de le faire, de te pratiquer. Puis quand t'arrives en audition, tu l'as déjà fait à voix haute avec quelqu'un. T'es capable de répondre au rythme, t'es capable de, parce que tu l'as fait. Donc juste pour ça, je serais incapable d'arriver en audition sans jamais avoir répété la scène avec quelqu'un. Je trouve que c'est dangereux. Je trouve que pour moi, ça, c'est... moi, je me mettrais pas dans cette situation-là. Ouais, puis tu laisses des portes ouvertes à ce qui arrive, des choses, des instabilités, justement. Si justement, tu te prépares pas comme ça. Non, je comprends. Oui, puis je pense que ça paraît. Quelqu'un qui arrive en audition, qui est prêt, puis là, je dis pas que le seul moyen d'être prêt, c'est de voir un coach. Il y a plein de façons. Mais quelqu'un qui arrive en audition, qui est prêt, qui a une proposition, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, la proposition. Je veux dire que ce soit ça ou pas ça que le réalisateur cherche, ça change quelque chose. T'arrives, tu proposes quelque chose, puis on travaille à partir de là. Très dur de travailler avec quelqu'un qui a rien à proposer. Ah, mais là, c'est clair. C'est pas par quel bout de le prendre, tu sais, c'est comme, bon, puis là, mon Dieu. OK, merci. C'est ça. Ça arrive. OK, on est rendu à la prescription. C'est dur pour moi de dresser une liste de 3 choses parce que il y a tellement de choses que j'aime. Puis en plus de ça, j'ai un problème avec les noms. J'oublie. Okay. C'est un vrai problème dans ma vie, en passant. Les noms? Ouais, j'oublie. Je croise des gens dans la rue, je sais très bien c'est qui, mais j'arrive plus à nommer leur nom. Je vois des œuvres d'artistes. J'oublie c'est quoi le nom de l'artiste. Mais est-ce que t'es bonne pour faker que tu sais leur nom? Et est-ce que t'es bonne pour réapprendre à connaître le nom? Parce que moi, il y a souvent des gens qui, après un nombre d'années, je fais « c'est indécent que je demande leur nom ». Il y a des gens comme ça, mettons, juste à l'école, il y a des parents que je fréquente souvent, tous les jours, on se parle de une affaire, aucune idée leur nom. Oui, mais moi, je suis dans la même... mais t'es capable de rattraper la situation quand même. Tu sais, mettons, moi, souvent, c'est... Quand je veux savoir leur nom, je trouve toujours... souvent, j'utilise mes filles. Tu sais, je fais hey, va demander le nom. Puis ils m'aident un peu. Ou sinon, ou bien quelqu'un d'extérieur, puis là, je parle, je fais est-ce que vous connaissez? Non, vous connaissez pas. Puis là, je les laisse se présenter. Oui. Ça, c'est toujours bon. Oui, ça, c'est toujours bon. Quand t'es capable de te rappeler du nom d'une des deux personnes, mettons, toi, t'es là devant moi avec quelqu'un que je connais pas, ben, je vais te dire, je te présente Frédéric. Ouais, exact. Paf. Voilà. Puis là, Frédéric va te faire. Salut, toi, oui. Ouais. Voilà. On développe des trucs. Hein? On développe avec des le trucs. temps, c'est pas super. Donc, il y a plein d'artistes dont je pourrais parler. On y va. Ce qui me vient en tête en ce moment, c'est ce que je consomme en ce moment. OK. Je suis en train de lire... toi, t'es un lecteur, non, Fred? Un peu, pas tant. Des fois. Je suis en train de lire un livre d'une autrice italienne qui s'appelle Sapienza. Je lis L'art de la joie de Sapienza. C'est vraiment je suis très sensible à l'écriture, aux images, à la beauté dans l'écriture. Là, je vous parle de Sapienza, mais j'aurais pu parler aussi de une autre autrice. C'est drôle parce que je tombe sur des autrices en ce moment. Je suis vraiment là-dedans. Qui s'appelle oui, là, je vais avoir de la misère à dire son nom, là, mais Ólafsdóttir, qui est une autrice islandaise, je pense, qui a écrit un livre qui s'appelle Rosa Candida. Donc, Rosa Candida,
L'art de la joie, des livres qui me marquent, qui m'ont vraiment marqué dans la beauté, dans des, c'est souvent des livres sur des quêtes personnelles, de personnages qui se déploient, des auteurs que je trouve que c'est des auteurs qui ont une voix forte, tu sais, un style d'écriture vraiment fort. Très sensible aussi au puis là, tu sais, j'apprends rien de nouveau à personne, c'est sûr, là, mais au cinéma de Jane Campion, The Power of the Dog, par exemple, ou la pianiste, es-tu la pianiste ou de piano? Tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de films avec le titre là, de pianiste, la leçon de piano, le piano, le piano rouge, je sais plus c'est lequel, mais le film de Jane Campion. Après ça, quelque chose qui polarise beaucoup. Mon film préféré à vie, je pense. Ben là, ça c'est cool. Ouais, c'est une grosse affaire. Ou en tout cas, un film qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué puis qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma tête. C'est Mélancolia de Lars von Trier. Puis... Ah, mais j'aime ça. Pourquoi ça serait... Polarisant parce que Lars von Trier est pas toujours très net comme personnage. Moi, je l'adore. Oui, on l'aime comme artiste. Ah oui, moi, Mélancolia, c'est tellement bon, ce film-là. Mais pour moi, c'est une grande, grande, grande œuvre, puis un avant, puis un après Mélancolia. Puis quand on me demande avec qui j'aimerais travailler, j'ai toujours Lars von Trier en tête. Est-ce que t'as tout vu quand même? Oui, j'ai pas mal tout vu. Même le dernier? Non, attends, c'est quoi le dernier? Celui-là, c'est un peu il a remis sur le marché l'acteur Matt Dillon. Non, Matt Dillon qui fait c'est Jack's House. Non, j'ai pas vu le dernier. C'est comment ça? Moi, attends, non, c'est pas vrai, c'est... Lars von Trier. Jack, écoute, ce film-là, c'est parmi... The House, t'as Jack Build. Ah oui, attends. 2018 avec Bruno Ganz, un de ses derniers rôles. Oui, The House of Jack Build. Oui, c'est comment? Je l'ai pas vu. OK. Je me le note, là. Tu t'installes, tu t'attaches à ton sofa parce que ça va être dur et pénible. OK. C'est un des films les plus violents que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, il en est bien capable. Il en est capable. Ça part vite là-dedans. Ouais. Mais tout ça, c'est la descente aux enfers de Faust. C'est carrément ça, mais réécrire, repenser. Ouais. Mais la brillante affaire, c'est la fin. Moi, la fin, les 10 dernières minutes, la descente. C'est tellement brillant. C'est tellement extraordinaire. Dis-moi pas plus, mais tu sais, je pense que Lars von Trier a cette capacité à aller très loin dans la noirceur, dans la, mais avec toujours beaucoup de poésie, je trouve. Moi, j'ai connu Lars von Trier parce que mon père qui est cinéphile, ou en tout cas qui l'était à l'époque, était obsédé par le dogme. Ben oui. Puis Lars von Trier. Mon père et tout en passant. Ton père aussi? Il capotait là-dessus. Bon, puis le dogme, c'était vraiment une affaire. Puis aujourd'hui, c'est drôle, je parlais du dogme à quelqu'un, puis je suis retournée sur Wikipédia lui lire les règles du dogme, puis j'étais comme, hey, quelle affaire quand même dans le mouvement du cinéma là, tu sais, quelle drôle d'affaire. Puis je pense qu'il y a pas un film qui a réussi à respecter les règles du dogme. Il y en a peut-être un là, tu sais, mais presque, mais tu sais non, mais c'est trop... cool. Puis je vois comment, je veux dire, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir obsédée par le cinéma de Lars von Trier, parce qu'il était au cœur du dogme, tu sais. Puis, et une chose qui a toujours lié ces films, c'est la part sombre de l'homme, tu sais. Ça a toujours fait partie intégrante de ses œuvres. J'ai adoré aussi toujours des personnages in the Dark. Ouais, puis toujours des personnages féminins super bons. Ouais. Mine de rien, tu sais, Breaking the Waves, c'est un méchant rôle, ça, tu sais. That's in the Dark. Même si Björk a pas aimé ça, je m'en fous, le film, il était cœur. Ouais, ce qui pourrait nous amener à parler de séparer l'œuvre de l'artiste, qui est une de mes questions préférées, mais après ça, il y a jamais eu aussi il y a jamais eu d'accusation légale contre Lars von Trier, donc bon, tant qu'il n'y a pas de... Écoute, puis son dernier film, justement, qu'il faut que tu écoutes, quand il l'a amené dans une couple de festivals, les gens n'ont pas assez réalisé. Il était super déçu, il disait, j'espérais choquer, ça n'a pas si choqué que ça. Il était super déprimé, presque.
Ah ouais, hein? OK, mais je vais le regarder. C'est sûr que je vais regarder. Ça. Puis sinon, tu sais, moi, je suis une fan d'architecture. Je suis une fan d'art visuel aussi, même si je suis une vraie néophyte. J'essaie de m'éduquer un peu plus, comme là, je m'en vais au musée, là, justement, cet après-midi, voir Marisol au Musée des Beaux-Arts. Nice. J'essaie d'en voir un peu plus, puis je trouve qu'on met pas assez de lumière sur l'art visuel Complètement d'accord. dans les médias en général. Je trouve que c'est trop méconnu. Pourtant, ça nous entoure, c'est partout. Ouais. Ça fait partie de la culture de tout le monde sans même qu'ils s'en rendent compte. Puis toi, en plus, tu as été porte-parole pour Parlez-moi d'amour, ou tu l'es encore? J'ai été, c'est-à-dire... Ça fait 2 ans, non? Ouais, j'ai pas été porte-parole comme telle, mais j'ai fait partie de... Oui, je les ai aidés, puis ça fait plusieurs années qu'ils me demandent d'être plus présente, puis je trouve que c'est un rôle important, je trouve que ça demande un réel investissement, puis j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'aimerais ça le faire tu collectionnes un peu des trucs? T'en ajoutes-tu des fois? Bon, je peux pas dire que je collectionne, là, tu sais, je suis pas une collectionneuse, mais j'aime l'art. Si j'avais les moyens, j'en achèterais plus. Oui, c'est puis oui, je trouve que c'est important de s'entourer de beauté. Super. Excellent. T'as-tu d'autres choses? Ah oui, une dernière suggestion? Dernière suggestion, je voudrais parler de Liv Stromquist, que tout le monde devrait lire. Okay. Liv Stromquist, qui est une sociologue, peut-être même psychologue, je sais pas, il faudrait regarder son parcours, mais qui est aussi une autrice qui a écrit des bandes dessinées sur... c'est toujours avec un angle féministe qu'elle écrit ses livres. C'est toujours des bandes dessinées sur l'époque dans laquelle on vit, puis la place de la femme, puis comment on en est arrivé là. Puis c'est vachement intéressant. C'est vraiment très très drôle. C'est brillant. C'est light. C'est pas pathos lourd. C'est pas pathos lourd, puis c'est surtout pas condescendant ou dans un. Tu sais, comme moi je trouve que c'est. Et ça peut rapidement être épineux. J'ai pas envie de me faire instruire. Je sais pas comment dire. J'ai pas envie de me faire... La morale. Faire la morale. C'est pas moralisateur pour 2 scènes. C'est light, mais surtout extrêmement brillant. Liv Stromquist, je commencerai par La Rose la plus rouge, qui est probablement son plus gros hit, puis après ça, elle en a plein, elle a toute une collection, ça se dévore, c'est tellement bon, puis je suis sûre que tu vas en raffoler, puis je suis sûre que tu vas même vouloir que tes filles lisent ça éventuellement. C'est noté. Mais ouais. Excellent. J'irai là, Liv Stromquist. Excellent. Hey, merci beaucoup. Merci Fred, c'était le fun. Ouais, puis bonne expo cet après-midi. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.